Le 13 mai 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Shanghai Express, texte intégral. On connaît la désolante aventure de Sternberg et Marlène Dietrich, si révélatrice des tares du cinéma et particulièrement des froids et stupides calculs du commerce d'Hollywood. Retour d'Amérique, où, libre encore de ses mouvements, il avait donné toute sa mesure de peintre et poète avec Les Nuits de Chicago et Les Damnés de l'Océan, Sternberg cherchait en Allemagne une interprète pour son premier film parlant. Il découvre, par hasard dit-on, une petite théâtreuse. Il l'engage pour son ange bleu. Elle s'installe devant la caméra, sourit, chante, vit. À force de naturel, cette beauté plébéienne a conquis une sorte de distinction étrange. On crie à la révélation d'une des grandes comédiennes de notre époque. Marlène Dietrich est célèbre. Hélas, l'Amérique veillait. D'abord sceptique devant ce nom nouveau et d'ailleurs parfaitement incapable de distinguer les eaux fortes de l'ange bleu d'un film de M. Saint-Granier, les capitaines californiens de la Paramount comprirent tout à coup quelle recrue c'était pour la troupe un peu usée des Vampes que cette blonde aux gestes lents. On fit une aventurière internationale de la petite chanteuse des bas quartiers hambourgeois et berlinois. Il ne serait pas plus absurde d'exiler la Lorelai de Heine au bord du Mississippi. Nous avons déjà traité en détail de cette affaire, qui mérite que l'on y revienne de temps à autre, puisque le sort d'un des plus grands artistes de cinéma, de Sternberg, paraît y être attaché. Sternberg a eu la faiblesse, pour les beaux yeux de sa vedette, d'aider à la nouvelle expérience de rationalisation imaginée par les Américains. Peut-être l'auteur des Damnés de l'Océan fut-il lui-même la dupe des projets d'Hollywood, car il est, comme la plupart des grands artisans, de jugement assez court, et il était en droit d'estimer, après le triomphe de l'Ange bleu, que Marlène Dietrich sauverait par sa présence les plus ridicules situations, et chacun voulait l'espérer après lui. Le premier film américain de la troublante Lola Lola, Morocco ou Cœur brûlé, montra la vanité de cet optimisme. Comme il se doit, les producteurs, c'est-à-dire les commerçants usurpant un droit de contrôle artistique qui n'est même pas légitimé par leur intelligence financière, avaient employé chacun au rebours de ses dons. Sternberg, poète des intérieurs enfumés, maître du rythme, était sommé de recréer une Afrique lumineuse et bruissante, accablé d'un scénario informe, rebelle au découpage le plus ingénieux. Marlène Dietrich s'exhibait en sirène de cabaret du modèle le plus usagé, dans un rôle tout en tirade, où chacun de ses rares mouvements était saugrenu, vide de toute signification morale. Sa popularité naissante en subit un préjudice sérieux, malgré l'avalanche des communiqués publicitaires. X-27 par la suite, mélodrame d'une réjouissante naïveté, a bénéficié de quelque indulgence grâce à un montage magistral. Sternberg avait été pris par une besogne qui lui laissait la liberté de composer quelques tableaux dans sa manière favorite. Après Shanghai Express, il est impossible de lui prêter encore des illusions. C'est du travail dépêché avec ennui et mépris. Il a même abandonné au photographe le soin de célébrer Marlène Dietrich en gros plan, la laissant pour le reste parler et agir à sa guise, étaler en 24 heures et dans un wagon chinois une quinzaine d'invraisemblables toilettes, boîtes plumes, dentelles, seaux du lit polisson, fourrure, chapeau assassin, qui constituent un, à la manière de Sternberg, très chargé, du Sternberg puissant et impérieux, qui parvenait à rendre complice de son lyrisme de simples petites femmes comme Evelyn Brent ou Betty Compson. Shanghai Express est une de ces énormes affabulations dont on croyait le cinéma débarrassé depuis les derniers films à épisodes. Shanghai Lily, aventurière de profession écumeuse de tous les ports orientaux, prend le train à Pékin. Elle y retrouve un ancien amant, médecin dans l'armée anglaise, qui l'accueille avec émotion. Le train est arrêté par des rebelles, le médecin enfermé comme otage. Le chef de bande, qui a lu Michel Strogoff, lui brûlera les yeux.
Il serait toutefois moins cruel si Shanghai Lily consentait à le suivre. Shanghai Lily, grande âme, accepte. La jalousie d'une petite chinoise va la débarrasser très promptement de ce dangereux maître qu'elle poignarde dans le dos. Le train peut repartir avec tous ses voyageurs, mais le docteur anglais, affligé de cet intrépide, de ce risible aveuglément qui permet si souvent de prolonger de 500 mètres un film rachitique, affiche la dernière rigueur pour la courtisane qui a pu se vendre à un barbare jaune. Ce malentendu s'éternise en commentaires pseudo-moraux, avec nombre de fausses sorties, jusqu'à ce qu'un vieux puritain qui a vu Shanghai Lily faire sa prière apporte un encouragement imprévu au commerce de Vénus en jetant la fille dans les bras du bel officier. On regrette sincèrement devant de pareils films les progrès accomplis depuis 10 ans pour une vérité toujours plus grande du jeu cinématographique, interprété dans le style 1915, avec une copieuse gesticulation et un large emploi de la glycérine à larmes. Shanghai Express serait peut-être un spectacle assez divertissant. La sobriété nuancée du grand gentleman acteur Clive Brook, de Marlène Dietrich, de Howard, sont incompatibles avec la grossièreté du mélo. Leur talent, leur intelligence ne servent qu'à rendre plus longue encore et plus plate une aventure à laquelle personne ne croit un seul instant. Seule mademoiselle Anna May Wong, plus chinoise que nature, est à peu près dans le ton. On s'amuse quelques instants au début du faux documentaire asiatique tout en condamnant le pittoresque facile de cette gare, de cette foule bariolée. On est à la fin presque satisfait que le film soit aussi morne, aussi anonyme. L'auteur des Nuits de Chicago ne peut consentir à jouer bien longtemps un pareil rôle qui ne doit pas être au surplus être très rémunérateur pour la Paramount. On assure que Marlène Dietrich, peu satisfaite de ce directeur blasé, songerait à résilier ses contrats. On le souhaite. L'échec officiel d'une collaboration qui fut avant tout une spéculation américaine nous rendrait sans doute une vedette et un metteur en scène, à moins qu'il soit exact que Marlène Dietrich et Sternberg, écœurés de la besogne qu'on leur imposait, aient déserté de concert la Paramount et les bureaucrates qui censuraient et tripotaient leurs scénarios. Ce serait trop beau et trop rare pour qu'on veuille le croire sans examen. Mais, si cela est vrai, un banc pour Madame Dietrich, un triple banc pour M. Sternberg.